Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous, le perfectionnisme. On le voit comme une qualité, un signe d'excellence, n'est-ce pas? Mais et si je vous disais que derrière cette quête de perfection se cachait en réalité une peur profonde, une peur de notre propre puissance? C'est la vision fascinante et un peu dérangeante de Carl Gustav Jung. Et croyez-moi, ça va vous faire réfléchir. Partie 1. Le perfectionnisme, une fausse vertu et une paralysie élégante. Jung, ce géant de la psychologie, nous invite à regarder au-delà des apparences. Pour lui, le perfectionnisme n'est pas forcément une force. Il peut même être un mécanisme super sophistiqué d'auto-sabotage. C'est comme une façade, une persona que nous construisons pour éviter de nous confronter à notre potentiel. La société, après tout, a tendance à applaudir ceux qui n'acceptent rien de moins que le meilleur, ceux qui poussent sans cesse les limites. Mais, et si toute cette admiration n'était qu'une illusion? Et si derrière cette poursuite acharnée de la perfection, il n'y avait pas une force, mais une faiblesse, une stratégie inconsciente pour éviter d'affronter quelque chose de bien plus effrayant, le véritable potentiel que chaque individu porte en lui? Vous connaissez cette personne qui rêve d'écrire un livre, de lancer son business, de changer de carrière, ou même de prendre la parole en public. Elle passe des années à étudier, à planifier, à peaufiner chaque détail. Elle accumule les connaissances, les certifications, les plans d'affaires, mais elle ne commence jamais. Elle ne fait jamais le premier pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas encore assez bien. Le texte n'est pas parfait, le plan n'est pas solide. L'idée a encore besoin d'ajustement, et ainsi les jours, les mois et les années passent. Dans ce cas, le perfectionnisme n'est pas une recherche de qualité. C'est une manifestation de la peur. La peur d'échouer, oui, bien sûr, c'est évident. Mais encore plus profond, la peur de réussir. Parce que le succès, selon Jung, ça nous met face à une vérité qui fait mal. On aurait pu faire tellement plus, et bien plus tôt. Cette révélation est souvent plus difficile à accepter que l'échec lui-même. Le perfectionnisme, c'est ce que Jung appelait une paralysie élégante. L'individu ne bouge pas, ne progresse pas réellement, mais il a l'air super occupé. Il est toujours en train de travailler sur quelque chose, d'améliorer un détail, de peaufiner une virgule. Et pendant ce temps, il évite d'affronter la question la plus terrifiante de toutes. De quoi suis-je vraiment capable? Parce que la réponse à cette question, elle est non seulement grandiose, elle est aussi effrayante. Découvrir sa propre puissance, c'est aussi devoir regarder le temps perdu, les opportunités gâchées et la responsabilité qui vient avec sa propre force. Partie 2. L'ombre et la persona, ce que le perfectionnisme cache. Pour comprendre ce mécanisme, il faut parler de deux concepts clés de Jung. La persona, c'est le masque social qu'on porte, l'image que nous présentons au monde. C'est la version de nous-mêmes que nous voulons que les autres voient, celle qui est socialement acceptable, voire admirable. Et le perfectionniste, il a une persona impeccable. Il est méticuleux, discipliné, toujours en quête d'excellence. Il a besoin que le monde le voie comme quelqu'un de rigoureux, de dévoué, d'exigeant envers lui-même. Cette image publique irréprochable fonctionne comme un bouclier. Mais derrière ce bouclier, il y a l'ombre. L'ombre, ce n'est pas juste nos défauts, nos traumatismes ou nos pensées honteuses. Jung est allé bien plus loin. Il affirmait que l'ombre contient également nos talents refoulés, nos désirs profonds, nos impulsions créatives et surtout, notre grandeur inexploitée. Tout ce qui a été mis de côté, refoulé dans l'inconscient, non pas parce que c'était mauvais, mais parce que c'était trop grand pour nous, trop menaçant pour la structure actuelle de l'ego. C'est pour ça que de nombreux perfectionnistes, au fond d'eux, ne fuient pas seulement la possibilité de faire des erreurs. Ils fuient une réussite tellement écrasante, tellement transformatrice, qu'elle changerait toute leur vie et les forcerait à assumer une nouvelle identité. Le perfectionnisme devient alors un mécanisme de défense super sophistiqué. En se concentrant obsessivement sur les détails, en cherchant sans cesse à améliorer, l'individu maintient l'ombre enfermée, l'empêchant de faire surface. Il évite ainsi de confronter des vérités inconfortables sur lui-même, sa peur d'être critiqué, de briller trop fort ou d'échouer de manière spectaculaire. C'est un mur protecteur qui, paradoxalement,
devient une prison. Il nous empêche de tomber, certes, mais il nous empêche aussi de voler, de déployer nos ailes et de réaliser notre plein potentiel. Partie 3. La peur de son propre pouvoir, le poids de la responsabilité et du regard extérieur. Mais pourquoi est-ce si effrayant de reconnaître notre propre pouvoir? Pourquoi cette grandeur qui sommeille en nous peut-elle être une source de terreur? Parce qu'elle s'accompagne d'un poids énorme, la responsabilité. Reconnaître qui nous sommes vraiment, ça implique d'accepter qu'on aurait pu faire plus, aller plus loin, accomplir des choses extraordinaires. Et cette prise de conscience est souvent psychologiquement dévastatrice pour beaucoup, car elle nous met face au temps perdu, aux opportunités manquées, aux rêves reportés sous l'excuse du manque de perfection. Le soi, cette partie la plus profonde de notre psyché selon Jung, nous pousse à réaliser notre individuation, à développer notre unicité et notre plein potentiel. Mais cet appel est inconfortable, parfois douloureux, car il nous pousse hors de notre zone de confort. Il nous force à abandonner des identités fragiles et limitées, et à affronter l'inconnu qui existe à la fois en nous et en dehors de nous. Pour beaucoup, il est plus sûr de rester petit, de vivre en dessous de son potentiel. Cela offre un certain confort, une forme d'anonymat et moins d'exposition. Car être excellent exige du courage, non seulement pour affronter les défis externes, mais surtout pour faire face au regard des autres et au jugement implacable qui accompagne souvent ceux qui osent briller. La société, même si elle prétend valoriser le génie, punit souvent ceux qui se démarquent trop, qui apparaissent trop grands et qui deviennent alors des cibles d'envie, d'attentes étouffantes ou même d'hostilité. Le perfectionnisme devient alors la tranchée où l'individu se cache pour éviter de répondre à cet appel intérieur. Tant qu'il est occupé à chercher le moment parfait, le plan parfait, le texte parfait, il peut éviter l'angoisse de devoir gérer sa propre force créatrice. Il n'y a plus d'excuses pour l'inertie une fois que l'on reconnaît ce dont on est capable. La perfection est donc l'alibi le plus acceptable pour rester petit, pour ne pas avoir à assumer le poids de sa propre grandeur. Partie 4. Le coût élevé du perfectionnisme. Une vie en mode presque. Le perfectionnisme, de l'extérieur, ça a l'air génial. On l'associe à la recherche de l'excellence, au dévouement, à l'obtention de résultats impeccables. Mais de l'intérieur, pour ceux qui vivent sous cette armure, le coût psychologique est dévastateur. Jung disait que tout ce qui est refoulé ou non vécu a un prix. Et pour le perfectionniste, ce coût se manifeste souvent par l'anxiété, la culpabilité, la paralysie et une vie chroniquement insatisfaite, malgré une apparence de succès aux yeux du monde. L'un des plus grands pièges du perfectionnisme est l'illusion constante d'être presque prêt. L'individu est toujours à un pas de commencer, de lancer, de s'exposer, mais n'y arrive jamais. Cette attente éternelle pour le moment parfait draine une énergie vitale immense. Jung appelait cela la stagnation psychique. L'énergie qui devrait être utilisée pour l'action, la création et la transformation reste piégée dans un tourbillon interne, tournant sans trouver de sortie. C'est pourquoi de nombreux perfectionnistes vivent épuisés, même lorsqu'ils ne font rien de concret. Il y a aussi la profonde souffrance causée par une autocritique incessante. Le perfectionniste ne cherche pas seulement à tout faire impeccablement, il se tourmente pour chaque échec minime, réel ou imaginé. Les petites erreurs se transforment en catastrophes internes, érodant l'estime de soi. Jung avertissait que l'ego, lorsqu'il est hypertrophié et trop identifié à la persona, cette image sociale parfaite, ne peut tolérer les imperfections, car chaque échec menace l'identité construite avec tant d'efforts. Le résultat est un individu qui vit dans la peur constante d'être démasqué, comme si, à tout moment, tout le monde allait découvrir qu'il n'est pas aussi compétent, intelligent ou discipliné qu'il n'y paraît. Mais le coût le plus élevé du perfectionnisme est peut-être existentiel. Jung disait que vivre en dessous de son potentiel génère inévitablement de la souffrance. Le perfectionniste peut obtenir une reconnaissance externe, mais porte souvent un sentiment de vide, une sensation d'être toujours en deçà de ce qu'il aurait pu être. Le problème est qu'admettre cela,
signifierait accepter que des années, parfois des décennies, ont été gâchées au nom d'un idéal impossible. Et cette prise de conscience est si douloureuse que beaucoup préfèrent rester dans ce cycle d'amélioration éternelle, même en sachant, à un certain niveau, qu'ils se sabotent. Enfin, il y a l'impact sur nos relations. Le perfectionniste n'est pas seulement exigeant avec lui-même, il projette souvent ses attentes élevées sur les autres. Partenaires, collègues, amis, tout le monde finit par être mesuré à l'aune de la perfection. Cela crée de la distance, des conflits et un sentiment chronique de solitude, car au fond, personne ne peut répondre à des normes aussi rigides, pas même le perfectionniste lui-même. Partie 5. Sortir de la prison dorée. Le chemin de l'individuation et de l'action imparfaite. Alors, comment on fait pour sortir de cette prison dorée? Jung ne disait pas de détruire le perfectionnisme, de le combattre avec force. Il ne s'agit pas non plus d'accepter la médiocrité. La solution est bien plus profonde. Il s'agit de le transformer. Le désir de bien faire, cette quête d'excellence, c'est une force extraordinaire. Le problème, c'est quand cette force devient tyrannique, exigeant une perfection absolue et paralysant toute action. La clé, c'est le processus d'individuation. Intégrer toutes les parties de notre psyché, y compris l'ombre, pour devenir qui nous sommes vraiment. Comment on fait concrètement pour briser ce cycle? Regardez votre ombre avec courage. Demandez-vous, qu'est-ce que j'évite en cherchant tant la perfection? Souvent, c'est la responsabilité d'utiliser son talent, sa voix, son pouvoir. Acceptez l'imperfection. La croissance se passe dans l'erreur, l'essai. Comme le disait Jung, la liberté commence au moment où vous acceptez que votre première tentative sera imparfaite. C'est là que naît la vraie créativité. Agissez avant d'être prêt. L'impulsion doit venir de l'action, pas de la pensée. Lancez votre projet, même si ce n'est pas la version finale. Fixez-vous des limites claires à la préparation. Dialoguez avec votre ombre. Quand vous sentez la peur, le blocage, demandez-vous: de quoi ai-je vraiment peur ici? Quel est le pire qui pourrait arriver si je fais cela imparfaitement? Développez de petites victoires conscientes. Faites délibérément quelque chose de suffisamment bon. Écrivez un email sans le relire 10 fois. Soumettez quelque chose qui est bon à 80%. Chaque petite victoire crée de nouvelles connexions. La vérité est simple mais puissante. L'action imparfaite l'emporte toujours sur l'inaction parfaite. Le perfectionnisme, c'est souvent la peur déguisée en vertu. Et cette peur, si on ne la confronte pas, elle va voler des années de votre vie, vos talents et l'impact que vous pourriez avoir sur le monde. Jung nous appelle à être entiers, même dans l'imperfection. Parce que c'est précisément dans la vulnérabilité de l'action réelle que réside notre véritable pouvoir.